Je suis toxicomane et éleveuse de chèvres. Tu fumes des chèvres. Je fume des chèvres. Ouais, et tu suces la corne à la fin. Je ne suce pas que la corne va bien et j'aimerais qu'on en parle. Vous connaissez peut-être Laurie Perret, l'humoriste. Elle a commencé en 2009 en comédie musicale sur Mozart l'Opéra Rock. Et depuis, elle a repris tout un parcours dans l'humour qu'en fait, elle avait commencé bien avant. C'est une histoire très riche. Je suis très content de la recevoir. Coucou, c'est Lolo. Avec l'intonation. Voilà, je t'ai mis coucou, c'est Lolo. Mais je vais le garder. Hein. J'adore, c'est vachement bien. Tu peux le mettre en NFT dès demain. Bien sûr. Et ne pas le vendre, du coup. Sauf si t'as pas envie de faire d'argent. Est-ce que tu rachèterais des NFT à ton nom? Je n'achèterai jamais de NFT. Parce que je ne sais pas bien ce que c'est finalement. Effectivement. J'évite d'acheter des trucs quand je sais pas trop ce que c'est. Sauf si ça se fume. Et ça se revend le même prix. D'ailleurs, il y a un marché aussi, il y a une économie. Est-ce que tu dis ça parce que tu viens d'Elancourt? Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie à Elancourt avant qu'on embraye sur le reste de toute ta vie? À Elancourt, ma vie à Elancourt, écoute, c'était une chouette banlieue. Il y avait des trucs super, des trucs moins super. On était très très loin de tout. Mais j'ai eu une super vie à Elancourt. J'ai mes amis qui sont devenus ma famille. J'ai rencontré plein de gens. Je crois qu'il y a un truc, c'est peut-être très banlieusard, je crois, de faire ça. De rester amis pour la vie. Ok, genre on a partagé ça et c'est un truc, c'est aussi fort que du familial. J'ai des potes depuis la primaire, quoi, qui sont toujours mes meilleurs amis. Ok. C'est pas des connaissances, c'est vraiment mes meilleurs potes. Et au pluriel en plus, en général, quand t'as quelqu'un du passé, t'as une, deux personnes maximum. Quoi. Moi, c'est mes premiers rangs de chaque spectacle. J'avais lu que on avait dit que t'étais une racaille devenue une Barbie. Ouais, tout le monde me sort ce truc, alors que je suis pas du tout devenue une Barbie. Qu'une racaille. Qu'une racaille. Alors arrêtez, c'est pas parce que j'ai mis du rouge sur mes lèvres. Non, ce que je trouve marrant, c'est que c'est vrai, on me dit souvent que j'ai un accent. Bon, là, pour le coup, désolé Fabien, je suis un peu malade. Non, j'ai un petit accent parce que je crois que je place mes mots dans ma voix un peu dans mon nez. Mais je crois aussi que ça vient du fait que j'avais un accent de Kaira des Bois. Ah ok, et quand t'as essayé de le baisser? J'ai essayé de le baisser et je crois que ça a créé un espèce d'accent chelou où on pense que je suis canadienne. Il suffit de te parler 2 minutes et puis... On voit très bien que je suis pas du tout canadienne. et non, et puis ça me fait aussi rire parce que je vois beaucoup d'humoristes qui essayent de revendiquer une espèce de street cred de ghetto alors que moi j'essaye de le cacher. Ouais, c'est ça, toi c'est un peu l'inverse en vrai. Et quand on est quand on a un accent de Kaira des Bois, on veut devenir chanteuse, bien comédienne. Sûr. On fait du R&B. Gay, gay, gay. Ah, tu faisais les vibes. Je faisais grave des vibes. C'est drôle. Ouais. Ça, tu l'as voulu dès ado, devenir. Et c'était chanteuse en priorité, c'est ça, comédienne. Quand on était au collège, je sais pas si tu as eu ça, on avait ce qu'on appelait les fiches navettes. Non. Où tu devais te dire ce que tu voulais faire. Fiche navette? Ouais, ça s'appelait fiche navette. En 3e, est-ce que tu as rempli ta fiche navette? Parce qu'on va te mettre dans le bon bus. Exactement. Non, et du coup, moi, sur ma fiche navette, il y avait marqué comédienne et chanteuse. Ok, incroyable. Ouais. Et du coup... Mais n'y arrivera pas parce qu'elle fout un peu trop la merde. Et finalement, j'ai réussi à faire les 3. Je fous la merde en chantant et en jouant la comédie. Putain, je connais une anecdote de toi là-dessus. Parce qu'on passe plein d'étapes, mais tu fais une comédie musicale. Ouais. Qui est Mozart l'Opéra Rock. Et ça se passe très bien pour toi. Ouais. Sauf pour partir en tournée, où on dit qu'en fait, t'es un peu trop dissipé, en gros. Ouais, pour partir à l'étranger, en fait. C'était à l'étranger. C'était à l'étranger. Okay. On a fait 350 dates. En Jamaïque, ils ont dit non, on l'emmène pas. Non, c'était en Corée et en Chine. Donc, ils se sont dit, waouh, là, on n'a pas les assurances pour ramener la meuf. Mais c'est vrai que je foutais le bazar. J'allais en cabine régie, par exemple. J'allais en cabine régie sur lequel il y avait un écran retour. Je demandais à l'ingé son de me foutre le micro et je pouvais parler dans les ears des chanteurs. Okay. Et en plein milieu de la comédie musicale, je leur filais des gages. Je faisais des Jacadi à dit. Et on tapait des bonnes barres de rire. Dove, il rigolait moins. Dove est très marrant. Dove a beaucoup d'humour. Des fois, ça le faisait chier. Ouais. Et sinon, il était très content parfois que j'anime. Mais c'est vrai que j'étais l'animatrice... de cette bande de Joyeux Lurons. On s'entendait tous très bien, on était 130. T'as fait combien de temps avec eux? 3 ans? J'ai fait 3 ans, ouais. Et avant ça, tu faisais de l'impro? Et avant ça, je faisais de l'impro, ouais. Et du coup, c'est le côté impro qui, d'après toi, t'a encore plus rendu à l'aise à foutre
l'ambiance sur une tournée comme celle-ci, ou c'est juste l'impro qui t'a permis de revenir à l'humour après le chant? Ça m'a permis, ça m'a donné plein de skills, même dans la vie, en fait. Ouais. Et ça te donne une certaine forme de légitimité. Parce que avant de connaître l'impro, t'es juste la nana qui fout la merde dans l'école ou dans la classe. Ouais. C'est un peu une tare, quoi. Moi, je peux pas m'empêcher de faire ça, de faire rire. J'ai en plus cette envie de fédérer quand je fais rire, quoi. Je parle. Tu veux un public. Ouais. Bah ouais. Mais enfant, quand je fais rire dans les classes, je veux que le prof se marre. Tu Ouais, vois. non, mais je c'est veux ça. pas que ce soit à son C'est détriment. pas contre. Il arrive que ce soit à son détriment, évidemment. Mais il l'a un peu cherché Évidemment. aussi. Mais ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand le prof se marre aussi. Et ce que j'ai trouvé fabuleux dans l'impro, c'est que ce qui faisait chier tout le monde à l'école, bah, ça devient une compétence. T'es bonne parce que tu sais faire ça, c'est génial. Alors qu'avant, on disait putain, tu fais ça, c'est pénible. Et ça a changé un peu la donne. Ça, c'est drôle ce que tu Et dis. quand je suis arrivée dans Mozart, l'opéra rock, et effectivement, j'avais ce truc de bout en train, de pitre, tu l'appelles comme tu veux, mais j'avais ce truc où hors champ, voilà, fallait que ça rigole, même sur scène, je trouvais toujours des trucs un peu rigolos à faire. Et j'ai eu tout de suite la validation un peu de mes pairs, de mes comparses plus âgés, qui m'ont attrapé un jour en loge, qui m'ont dit mais tu peux pas te contenter de ça, faut que tu écrives un truc, on va parler à Dove et tu vas faire la première partie. Trop bien. Et les mecs me disaient, quand ça arrivait de me faire engueuler, tu vois, ils m'attrapaient derrière et ils me disaient tu t'arrêtes pas. Trop fort. Ouais, C'est trop incroyable. mimes. À quel moment vraiment tu passes au plan B, c'est-à-dire je vais faire de l'humour? Je suis jamais passée au plan B, je vais faire Ok. de l'humour, parce que ça m'est tombé dessus, figure-toi. J'avais déjà essayé de gratter des sketchs et tout, mais je trouvais ça tellement dur. Enfin, vraiment, je me figurais qu'il fallait, mais d'énormes couilles pour y aller, parce que ce qui était chouette avec l'impro, c'est que c'est justement de l'impro. Ouais, et on Donc, est tous conscients de ça. Et... Exactement. Donc quand c'est chambé, tu te dis waouh, la bête de fulgurance, et à l'inverse, quand c'est moindre, tu le pardonnes parce que c'est de l'impro. Ouais. Donc là, il y allait qu'un texte et tout, enfin non. Donc j'ai toujours eu quand même le cul entre deux chaises, entre faire rire et chanter, mais faire rire, je l'envisageais plus en troupe. Et tu vas faire l'Olympia Oui. L'année prochaine. L'année prochaine, les 2025. 29 et 30 novembre 2025. 2 représentations. Oui. C'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Tu l'avais fait avec le premier spectacle? Non. Non, c'est ton premier Olympia. Ouais. Donc ça, c'est fin 2025. Fin 2025. Et tout le reste du temps, tu es en tournée avec le deuxième spectacle. Exactement. Comment il se passe? Ça se passe très bien, j'adore. J'adore ce deuxième spectacle, il est hyper agréable à jouer. Et il s'est écrit beaucoup différemment que le premier. Le premier, mais il m'est tombé dessus, en fait. Donc moi, j'ai plus de boulot proprement dit. Je fais des cabarets, j'écris pour des chaînes de télé, j'ai été auteur chez Canal. Ouais. Un coup, je suis chanteuse, un coup, je suis comédienne, un coup, je suis auteur. Ouais. Le truc qui rallie un peu le tout, c'est que c'est toujours un peu sous le couvert de l'humour. Et en fait, je vois Spamalot. Ouais. Et c'est une révélation. Incroyable, cette comédie musicale. Et je me dis, putain, mais ça chante de ouf, c'est Broadway et c'est à crever de rire. Ouais. C'est pas un peu drôle, quoi. Ouais. C'est à crever de rire. Et je me dis, c'est possible de faire les deux. Ouais. Et je me dis, je veux faire les deux. Et donc, je rentre chez moi et j'écris une comédie musicale. Donc, dans mon ordinateur, j'ai une comédie musicale, Gaulerie, avec les 5 nanas qui sont devenues mes amies de Mozart l'Opéra Rock. Mm-hmm. Et c'est une satire de Mozart l'Opéra Rock. Et j'ai une copine qui me dit, de ces 5-là, qui me dit... je suis jurée d'un concours d'humour, viens le faire. Je m'excuse, j'allais foutre là-bas. Elle me dit non, mais comme ça, tu testes tes chansons, ta comédie musicale. Je me dis à quoi gagner? Elle me dit le deuxième prix, c'est 300 balles. J'arrive. Je dis c'est quand? Et donc, je m'y inscris. Et elle me présente un de ses potes à elle, pour m'aider à composer. Et 3 jours avant la presta, il me dit putain, je peux pas venir. J'ai dit mais non, je fais comment? Il me dit mais en plus comme tu joues un peu comme de la merde, ça va être encore plus drôle. Écoute, je me démonte pas, j'y vais. Je dis rien à personne, je prends ma voiture, je vais en loose day et dégoûtée, je gagne le premier prix. Et c'était un gros truc, c'est gagner une salle de 700 places, tu vois. Donc première fois que je monte sur scène avec un sketch. Et du coup, comme je flippais à mort, j'avais créé un personnage qui est mon personnage du premier spectacle, qui est une meuf qui flippe, quoi, qui est une meuf qui a aucun professionnalisme, qui met 1 heure à mettre son piano, je fais din et je chante. Mais qui veut pas passer pour une cassos. Ouais, mais qui essaye de se tenir, quoi. Ouais, voilà. Mais ça marche pas. Ah ouais, c'est ça. Les cruches, mais elle veut pas montrer qu'elle est cruche, mais elle est cruche. Et du coup, je gagne le premier prix.
Et le premier prix, c'est de revenir 2 mois après, faire la première partie d'un humoriste confirmé, qui était à l'époque Lamine Lesgade, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Naïm. Donc moi, je le vois comme un cadeau empoisonné. Je dis, putain, j'ai pas les 300 balles. Et en plus, ça me faisait déjà chier d'écrire 5 minutes. Maintenant, il faut que j'ai réécrit 20 minutes. Bon, ok, je rentre chez moi. Eux, ils postent la vidéo du concours. Et la vidéo, elle buzz à mon échelle. Moi, j'ai 300 personnes sur mon Facebook. Elle fait 20 000 vues. J'ai tous les copains qui m'appellent. Putain, tu fais de l'humour. Mais pas du tout. Je fais toujours un album. Sauf que bon, là, c'est vrai que j'ai fait un sketch. Mais bon, ça va pas marcher. C'est là, entre deux, histoire d'eux. Et je fais le tour des comédie clubs pour écrire mes 20 minutes. Et en faisant le tour des comédie clubs, je rencontre plein de gens. Je rencontre des gens qui sont devenus mes amis. Mon ami Vincent Piguet, qui est le professeur de chenille, notre chenilliste maintenant. Qui, à l'époque, bossait au Field. Et Vincent me dit, putain, mais là, je book un festival au ski. Si t'as 3 fois 10 minutes, je t'emmène, tout payé, ta fille, un accompagnant pendant 10 jours. Bah, j'ai pas un bal. Il me dit, t'as 3 fois 10 minutes? Je dis, mais bien sûr. Je rentre chez moi, j'écris pour aller au ski. Et c'est là que j'ai écrit 1, 2, 3. Ok. Et à chaque fois que je vais jouer quelque part, vraiment, 1 fois sur 2, on me proposera autre chose. Putain, si t'as 20 minutes sur ce thème-là, j'ai un plan, c'est payé 400 balles. Et tu commences à avoir des blogs de partout. Et ça devient une commande. Et en 4 mois, j'ai un spectacle. Peut-être qu'il faudrait que je réserve une salle en vrai, tu vois. J'ai même pas le temps d'y réfléchir, que j'ai un message sur Facebook d'un monsieur qui me dit, voilà, j'ai une pièce de théâtre qui fonctionne pas au théâtre de 10 heures. J'ai vu votre concours, la vidéo du concours. Si vous avez 1 heure... je vous laisse mes créneaux et je vous paye votre com. Je dis, mais pourquoi? Et il me dit, parce que ma femme, elle a adoré votre sketch et je serais hyper fière de vous aider et je vous espérais que vous allez me rembourser le minimum que j'ai investi dans cette salle. Et moi, à l'époque, j'ai 45 minutes de tester. Il me dit, vous avez 1 heure? Je fais ouais, parce que j'ai dit oui pendant 4 mois. Et c'est pour quand? C'est pour dans 3 semaines. Du coup, dans l'esprit, le premier spectacle, ça ressemble à un stand-up, entre guillemets, mais c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage. Alors que celui-là, le nouveau, c'est un stand-up. C'est un vrai stand-up, puisque là, tu parles de toi et de ce qui t'est arrivé à toi dans la vie. Tout à fait. Et du coup, là, dans ton deuxième spectacle, tu parles de quelque chose de beaucoup plus intime, que je ne savais pas du tout. Peu de gens savaient. Oui, toi, tu le savais. Ouais. J'ai fini par le savoir, effectivement. C'est pas mal. On peut en parler un petit peu? On peut en parler. Je suis toxicomane et éleveuse de chèvres. Tu fumes des chèvres. Je fume des chèvres. Ouais, et tu suces la corne à la fin. Je ne suce pas que la corne va bien et j'aimerais qu'on en parle. On avait dit étape par étape. Bon. Non, je suis née d'insémination artificielle au Black. Un donneur anonyme. Ah, au Black. Ouais. D'accord, c'était... C'est-à-dire que je n'ai pas été fabriquée par la banque de sperme. Ok. Mes parents ma mère était malheureuse parce que je suis un 2e enfant, donc elle était plus prioritaire. Ouais. Elle avait le droit à un certain nombre d'essais qui ont tous échoué. Et donc, du coup, malheureuse, elle en a parlé à un pote, qu'on a parlé à un pote, qui a fini par trouver un gynécologue, comme je le dis dans le spectacle, qui faisait sa propre vinaigrette. Bah oui, si du coup, lui, là, il connaissait son auto-traçabilité, c'est ça? Non. Alors, je sais pas, moi, je l'ai retrouvé. Tu t'en rends compte à quel âge déjà? À 12 ans, j'ai mes premiers signes à 12 ans, et je l'apprends à 13 ans et demi. Ok. Parce que tu le demandes ou ouais, parce que... je m'entends pas très très bien avec mon papa et je me dis peut-être c'est parce que je lui ressemble pas, une réflexion d'enfant de 12 ans, tu vois. Ouais. Et puis putain, je me dis putain, c'est vrai que je lui ressemble pas. Puis je commence à creuser le truc, quoi. Et puis j'attrape ma mère et je lui dis mais est-ce que papa c'est mon père? Je sais pas, je crois que beaucoup d'enfants ont posé cette question, mais... Moi, je suis pas si sûr que toi et je pense qu'il y a des intuitions profondes quand t'es enfant. C'est que ça peut pas être un hasard que t'aies posé cette question quand même. Au fond, alors après, moi j'ai même eu des signes, des trucs complètement ésotériques, on y croit ou on n'y croit pas, mais qui ont été fous et qui m'ont guidée vers ces questionnements. Ouais. Et c'est d'ailleurs rigolo que tu dises ça parce que quand finalement mes parents ont fini par lâcher l'affaire, lâcher le morceau, ça a brisé un peu mon grand frère qui lui ne s'y attendait pas. Ok. Et moi ça m'a soulagée. Ouais. T'as toute la maison qui a vécu un drame. Et moi, c'était un poids qui s'envolait. Ouais, quoi. Je le savais. Ouais. Tu te dis, putain, je suis pas folle, même si, évidemment, que c'est terrible à apprendre. Mais ça expliquait beaucoup de choses aussi sur des questions que tu avais depuis toute ta vie, finalement. Et en tout cas, quand j'ai demandé à ma mère, est-ce que papa, c'est mon père, j'ai vu un soupçon d'hésitation dans ses yeux. Ouais. Bah, c'était trop tard, t'avais ta réponse. Quoi. Ouais, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, enquête. Waouh.
Ouais. Donc là, tu as 13 ans. C'est quand même très tôt. J'ai 12 ans quand ça 12 commence ans. l'enquête. Et j'ai 13 ans quand ils me l'apprennent, quand ils finissent par lâcher le morceau. Ouais. Donc un gynécologue qui ne passait pas du coup par... Qui a raconté qu'il mettait des affichettes dans des facultés de médecine. Ok. Parce que, pourquoi les facultés de médecine Parce qu'ils sont intelligents. Je vais reprendre ses dires. Hein. Parce que ça fait fallait du sperme de jeunes et de jeunes concernés. Donc, concernés par la problématique. Donc, il a mis des affichettes dans des facultés étudiantes sur lesquelles il aurait inscrit qu'en l'échange de 300 francs, il récoltait du sperme frais. Alors attends, parce que j'ai enquêté. Tu te dis, ça tient pas debout cette histoire. Ouais, bah ouais. Sauf que ça a existé. C'est vrai ? Ouais. Alors attends. Peut-être pas forcément lui, mais d'une manière générale, ça a été une pratique, ça ? Alors en fait, ce qui est terrible, c'est que ça a existé. Et il y a aussi des gynécologues qui se sont fait attraper parce qu'ils mettaient leur propre sperme. Ouais, bah c'est un peu ça que je sous-entendais et tout à l'heure. Et qui prétendaient mettre des affichettes dans des facultés étudiantes. Ouais. Donc t'en as qui le faisaient vraiment et t'en as qui prétendaient le faire. C'est très déroutant parce que quand tu t'enquêtes sur le projet, tu te dis c'est impossible. Ouais. Donc quand tu découvres qu'il y a des mecs qui ont donné leur sperme, tu te dis ah je suis pas folle. Ouais. Et puis après tu découvres qu'en fait il y a vraiment Il y a eu ce business-là, ouais. Et tu te dis c'est fou quoi, c'est les années 80, c'est les années du sida. Comment on peut réclamer du sperme sans demander des antécédents médicaux, c'est juste dingue. Et en fait, il y a un vide juridique. Et donc, l'enquête, elle est folle parce que je l'ai retrouvé, le gynécologue. Il habite à l'autre bout de la Terre. Il n'est pas très sympa. Ah ouais ? Non. Genre, quand toi, il est très bourru. Il m'a dit déjà que... confronte, c'est toi le problème pour lui. Ouais. Il me dit, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout, sauf à cette config. C'est-à-dire, j'aurais pensé être recontactée par des parents ou des donneurs, être contactée par un enfant... issu de l'insémination, je comprends pas le projet. Je sais pas, pourtant, il est quand même pas bien. La traçabilité parentale. Il est pas bien complexe à comprendre. Juste connaître mes origines et mes antécédents médicaux. Je crois que c'est pas fou. Ouais. Après, j'ai émis la possibilité que ça puisse être son sperme, ce qu'il a très mal pris. Okay. J'ai une maman qui est blonde aux yeux verts. Bon, j'ai les cheveux teints, mais je suis brune, aux yeux marrons. Il est brun, aux yeux marrons. Okay. Il a déménagé à l'autre bout de la planète. Pourquoi ? Quand je l'appelle, on a eu plusieurs échanges, il se rappelle très très bien de mes parents. Et quand je commence à prendre contact avec lui, j'ai 22 ans. Donc quand tu te rappelles d'un truc que tu as fait il y a 23 ans, dans les détails... Qui est censé être une parmi tant d'autres en plus. Ouais. Mais il faut savoir que tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre d'un anonymat. Si par exemple, là, tu te faisais greffer un organe, tu n'aurais pas le droit d'entamer une procédure pour connaître. Voilà, t'encours 3 500 €. Toi, t'en es où vis-à-vis de tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux plus de réponses ? Est-ce que tu es contenté de ce que tu as ? Est-ce que tu es frustré ? Tu vois En fait, cette histoire, pour moi, depuis que je la vis, c'est des vagues. Parce que c'est tellement obsessionnel que quand je commence à me pencher sur la question, je me penche souvent sur la question quand j'ai un signe ou un truc qui vient réveiller. Et après, c'est que des matins où je me réveille en me disant putain, mais je sors d'où ? Enfin, ça devient très obsessionnel. Et sinon, après, on rentre dans une phase de déni. Il n'y a pas de... Et puis, donc, quand j'ai fini par faire un test ADN avec les sites MyHeritage et un autre truc sur Google, machin, donc j'ai découvert enfin mes origines, ce qui était ça qui me pesait le plus quand j'étais jeune. Oui, tu peux avoir cette réponse aujourd'hui avec des systèmes comme ça. Et MyHeritage, d'ailleurs, j'ai appris que c'était plus légal depuis quelques temps. Mais ça a toujours flirté avec la légalité, cette histoire-là. En tout cas, moi, quand je le fais, c'était légal, je le fais en France. Et du coup, je suis rattachée à une application. Et l'application, elle te fait des rapprochements. C'est un fail parce que je vais m'apercevoir plus tard que tu parles mal français. Que je parle mal français, que je suis fatiguée, je m'apercevrai. Je vais m'apercevoir que c'est un rapprochement qui est lié à ma mère. Donc, rien à voir. Mais quand je vois le pourcentage, c'est la première fois de ma vie où j'ai une piste. Et je me dis, putain, on va le retrouver. Et en fait, je me suis surprise à pas être si contente que ça. Alors que ça faisait 25 ans que j'attendais ce moment, tu vois. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris, mais je vais le rencontrer, mais du coup, ça y est, je vais savoir d'où je viens. Comme si ça allait me manquer. Tu vois, parce que ça te définit aussi une quête. Et puis, je viens d'un truc qui est chelou, qui s'appelle le je sais pas, avec une histoire complètement biscornue, mais c'est la mienne. Et j'ai eu l'impression que si je le rencontrais,
ça y est, je suis plus chelou. Et je me suis aperçue que j'avais de l'affection pour ça. Ouais. Et je me suis aperçue que j'avais aussi de l'affection pour mon enquête. Ça y est, donc plus d'enquête. Ouais. C'est fini le gynécologue à l'autre bout de la terre que je casse les couilles si tous les 6 mois lui envoyer un C'est courrier. plus une Total Spy. Mais tu vois, et ça a changé mon prisme sur toute cette histoire. C'est-à-dire que, bien sûr que ça reste encore parfois obsessionnel parce que dès que j'ai un nouvel indice, bah, ça y est, ça prend le pas sur plein de choses. Mais en tout cas, c'est plus ça qui va me définir, quoi. Ok. À suivre, du coup. Ouais. Et ça, c'est un peu de matos du nouveau spectacle? Un petit peu? Très peu. Ok. Très peu. Je dis, le nouveau spectacle, je dis que le premier spectacle, c'était une fiction. Ouais. Et que du coup, bah maintenant, je vais vous raconter qui je suis. Mais en tout cas, je raconte que je peux pas venir me raconter sans parler de cette naissance. Ouais. Et j'ai des potes qui viennent me voir, que je connais depuis 20 ans, qui sortent de la salle, ils savaient pas, ouais. Ah bah ouais. Bon, c'est trop bien. Merci d'avoir bien voulu parler de tout ça. Bah, je t'en prie, C'était Fabien. trop bien.